Écoutez, bonjour à toutes et à toutes. Merci Jacques de m'avoir invité. Et c'est vrai que quand tu m'as demandé de venir, j'ai dit oui avant de regarder la date. Alors c'est pour ça que je suis désolé, je suis obligé de repartir un petit peu vite, mais ça fait un peu ancien combattant, mais c'est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps et il nous semblait important de pouvoir en reparler. Et je vais être un peu moins optimiste parce qu'on se rend compte que malheureusement, il y a des difficultés encore pour ce dispositif. Alors, je vais juste rappeler la Ligue, mais je sais qu'on connaît bien la Ligue. C'est une vieille association qui est née en 1918 par Justin Godard et qui est apolitique, indépendante financièrement, qui est un élément important, et qui est surtout, et c'est sa force, organisée en 103 comités départementaux. Et je sais qu'un certain nombre de représentants des comités départementaux de la Ligue sont là. J'ai pu en saluer certains, j'ai peut-être pas pu saluer les autres, mais je vous remercie d'être présent. On a 4 missions, la recherche, la prévention, l'accompagnement des personnes malades et la mobilisation de la société pour la défense des droits. On va parler de ce fameux livre blanc. Et c'est vrai que lors des États généraux en 1998, et pour moi, ça a été vraiment le début de ma grande implication dans la Ligue. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit Daniel, ça a été extrêmement poignant de voir cette démarche de personnes malades. Et ce livre a été extrêmement intéressant parce qu'il a permis d'avoir une reconnaissance d'une spécificité pour la première consultation avec le cancérologue afin de permettre les conditions d'annonce satisfaisantes. Et c'est vrai qu'on avait entendu des annonces qui étaient par téléphone, dans un couloir. Il y a même des annonces qui se sont faites des fois dans des toilettes, qui étaient la seule pièce qui était indépendante. Enfin, on voit qu'il y a eu des choses extraordinaires. Et donc, c'était aussi important. Ça a débouché sur cette fameuse mesure 40 qui est une mesure qui reste un peu emblématique et qui était pour définir les meilleures conditions d'annonce au diagnostic des patients et incluant le recours psychologique parce que c'était la première action aussi qui avait été mise en place. Et puis alors, il y avait quand même un petit terme, mais elle a été un peu oubliée, c'est rémunérer la consultation d'annonce par un forfait versé aux établissements de santé. Alors les MIC se sont mis en place, mais on a vu que c'était un petit peu compliqué, bien souvent à mettre en place. Et c'est surtout que c'est un dispositif qui ne se résume pas seulement à une consultation médecin, parce qu'on a un peu trop tendance à se dire l'annonce, c'est le médecin qui va faire. C'est important que le médecin fasse l'annonce, on va le voir tout à l'heure, mais ça ne se résume pas qu'à ça, et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de temps qui ont été définis au niveau de l'annonce. La Ligue avait fait à l'époque un dépliant, mais je vais passer dessus, plus pour insister sur ce qu'était l'annonce au début. On voyait qu'au niveau de l'annonce, c'était des temps médicaux, des temps d'accompagnement soignant, les soins de support et l'articulation avec la médecine de ville. Mais en fait, c'était un peu en décalage avec ce qu'avaient demandé les patients. Parce que là, on était de l'annonce après la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et donc, il y avait ce temps entre la suspicion du diagnostic, le diagnostic de certitude, le passage en RCP, et là, tout un dispositif qui se met en place. Et c'est pour ça que un certain nombre de personnes intervenues, la Ligue a été remontée au créneau en disant qu'il fallait un certain nombre de critères indispensables, comme disposer d'un temps pour mener la consultation d'annonce, que les conditions aussi pour les médecins devaient être aussi favorables, parce qu'on avait aussi de temps en temps l'impression que pour avoir un temps d'annonce, il faut que le médecin ne soit pas dérangé. Et donc on a essayé de prendre l'habitude que pendant ces temps de consultation, que le téléphone du médecin soit coupé, ce qui n'est pas toujours facile, qu'il n'y ait personne qui vienne l'embêter et que l'on ait un temps suffisant. Et puis après, proposer des interlocuteurs complémentaires, c'est tout ce qu'on a vu le deuxième temps. Et pour revenir un petit peu sur cet élément, c'est là que l'Institut national du cancer s'est emparé et a dit qu'il faut absolument modifier ce dispositif d'annonce en ajoutant un temps en amont. Et c'est ce temps qui était mis en place. Donc on le voit, ça c'était ce qui avait été proposé par l'Institut national du cancer. Et c'est là que l'importance des réseaux, parce que c'est là que j'ai une autre casquette et que je vais abandonner bientôt, mais je suis aussi président du réseau Onco Pays de la Loire. Et je rappelle qu'on vous invite dans quelques temps, enfin c'est même la semaine prochaine, à Angers pour notre congrès national. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit que les réseaux ne se sont pas contentés d'un simple document, ils se sont emparés. Et on voit que
j'étais obligé de mettre mon réseau, mais aussi le réseau, votre réseau, qui a dit le dispositif d'annonce, on s'en empare et on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe et on va travailler en amont. Et c'est extrêmement de travailler en amont avec les médecins traitants, avec les spécialistes d'organes et avec les radiologues. Et autrement, après, les autres temps du dispositif d'annonce sont été déclinés comme de façon équivalente. Et puis j'ai trouvé ça dans un site Oncopaca Corse, je ne sais pas si vous connaissez, mais il remet bien en place tout établissement de santé autorisé au traitement du cancer se doit de disposer d'une organisation qui assure à chaque patient l'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur la concertation pluridisciplinaire et traduite dans un programme personnalisé de soins. Pour moi, cette phrase, elle résume tout, la prise en charge des patients lors de l'annonce, une consultation avec le plan personnalisé de soins, ce fameux PPS, et c'est vrai que en 98, les patients ont dit, nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'on est malade, mais on aimerait avoir simplement un planning pour savoir où on va. Et que ça ne soit pas à chaque étape qu'on dise, on vous rajoute ça, ça, ça ou ça. Et donc, ce plan personnalisé de soins est extrêmement important. Alors là, c'est toutes les recommandations, mais on s'est dit à un moment donné, il serait bien de faire parler les malades pour savoir comment eux, de l'autre côté, ils ont ressenti. Et c'est vrai que le plan cancer numéro 2 avait demandé à la Ligue de faire un observatoire. Et donc en 2018-2019, l'observatoire a porté sur le parcours de soins. Alors vous allez dire que c'est un petit peu ancien, mais ce n'est pas si vieux que ça quand on va se rendre compte. Il y a eu la période Covid qui n'a pas amélioré les choses. Et donc c'était sur le vécu du parcours de soins. On voit que la note globale du vécu de parcours de soins, c'est comme la réglette de la douleur, on va de 0 à 10. C'est de 6,1. On va dire 6,1, on a au moins la moyenne. Mais où on n'a pas la moyenne, c'est qu'on va dans le parcours et c'est l'annonce du diagnostic 3,2. On est en 2018, c'est-à-dire que c'est 12-13 ans après le premier plan cancer. Ça montre que déjà, il y avait encore des difficultés. Même si on a quand même une note globale par rapport au parcours de soins, je suis sûr qu'on aurait interrogé les patients de 98, ils auraient trouvé que c'était mieux. Mais on peut toujours essayer de faire mieux. Donc on a vu qu'un tiers répondait que c'était le moment le plus difficile. C'était principalement pour les personnes les plus jeunes, âgées de moins de 65 ans. Et c'est là qu'on a été extrêmement surpris, que l'annonce n'a pas toujours été faite par un médecin dans 20% des cas. Ça peut paraître complètement dingue, mais l'annonce n'a pas vraiment été faite. Que la situation économique, parce que les personnes, quand ils sont au moment de l'annonce, ils pensent qu'on s'occupe trop à leurs problèmes de maladie, mais qu'on oublie le social, et que assez souvent, si on ne fait pas quelque chose à ce niveau-là, les patients peuvent rapidement tomber dans des difficultés, et on va s'en rendre compte, difficultés sociales, administratives, c'est extrêmement compliqué. Et qu'ils sont des fois frustrés parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on réponde à leurs questions. Et ce n'est pas forcément la question « est-ce que je vais guérir ?», mais c'est des questions qui sont beaucoup plus basiques. Et donc c'est pour ça qu'il y a encore des choses à faire. Et donc on a bien vu que alors excusez-moi, j'avais dit 20%, c'est 10% lorsque le diagnostic n'est pas fait par un médecin, ça peut être fait par un professionnel de santé pour la moitié. C'est l'infirmière, alors, je dirais qu'il faut faire, je mets toujours un bémol à ça, parce que des fois, lors de l'annonce a été faite, mais la personne n'a pas forcément tout intégré. Et c'est pour ça, je trouve extrêmement important qu'il y ait le deuxième temps par un professionnel de santé. Parce qu'après, il permet de dire, si tout n'a pas été intégré, on peut vous reproposer de revoir le médecin pour compléter. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est quand c'est l'entourage qui annonce à la personne qu'elle a un cancer. Et enfin, 34% des personnes n'ont pas bénéficié d'accompagnement soignant. Donc on voit déjà qu'on est loin du dispositif pérenne. Par contre, les gens qui en ont bénéficié, ils ont trouvé ça absolument extraordinaire. Donc on voit que cet accompagnement est nécessaire et on voit qu'il y a toujours les notes. Et lorsqu'il y a un accompagnement, c'est toujours mieux. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Je reviendrai sur les démarches administratives parce que beaucoup de personnes se rendent compte que lorsque l'on est malade, il y a le soin, c'est extrêmement important, mais assez rapidement, il peut y avoir des problèmes qui sont des problèmes financiers. Et nous, on se rend compte de plus en plus, et c'est vrai qu'au niveau de nos comités, on a une action sociale qui se met en place, une commission sociale, et des gens qui sont
qui ont toujours été à la limite, qui n'ont jamais eu de trou, mais lorsqu'ils rentrent dans la maladie, le temps que tout se mette en place, ils peuvent être assez rapidement déséquilibrés et avoir des difficultés financières. Et c'est là que les assistantes sociales ont un rôle important, même si toutes ne font pas forcément. Mais bon, c'était en 2018, on a un verbatim qui est assez sévère vis-à-vis de l'assistante sociale. Autre élément important, c'est que le malade, il a l'impression de travailler avec une équipe et pas avec une seule personne. Et lorsqu'il y a une coordination qui semble exister, le vécu de la maladie est meilleur. Donc ça montre bien que l'annonce, il y a l'annonce médicale, mais il y a aussi ce temps soignant, et il y a la notion d'équipe qui va jusqu'au médecin traitant. Et donc on voit que c'est nettement mieux vécu lorsqu'il y a ce travail en équipe. Alors après, nous avons que c'est une enquête qui est un peu plus ancienne et qui montre aussi les inégalités sociales, et quand il y a des faibles revenus, il y a des difficultés plus grandes à comprendre. Je me permets d'avoir aussi ce document qui est fait pour les ultramarins, et c'est vrai qu'on se rend compte que malheureusement, on n'est pas tous égaux sur le territoire et qu'il y a encore des difficultés plus grandes pour les ultramarins, parce que quand on prend tous les éléments du parcours de soins, il y a encore une difficulté plus grande de leur côté. Donc après, mais ça c'est plus anecdotique, ils avaient réussi à mettre 5 niveaux de parcours. Par contre, cette diapositive me semble extrêmement intéressante, c'est qu'on a fait une deuxième étude en 2024 qui était moins complète, mais qui était pareil. On se rend compte que malheureusement, les chiffres n'ont pas tellement bougé et que pour l'annonce en 2023, on n'est pas vraiment meilleur qu'en 2018. Et donc là, on peut s'interroger. Alors, il y a plein d'explications à ça, mais c'est vrai qu'on se rend compte que on aurait pu penser qu'on allait aller de mieux en mieux. Les explications, c'est bien souvent le déficit en personnel soignant qui ne permet pas forcément d'avoir le deuxième temps. Mais bon, moi je trouvais ça extrêmement important. Et cette courbe aussi me semble, parce que ce n'est pas le tout d'interroger les personnes malades, c'est bien aussi de temps en temps de demander l'avis aux professionnels. Et on se rend compte que les professionnels, ils ne sont pas forcément heureux de la situation dans laquelle ils sont, parce qu'ils sont quand même parfaitement clairs que même si on reprend, alors où est-ce qu'elle est l'annonce ? Accès au dispositif d'annonce, il n'y en a que pour 53% qui trouvent que c'est satisfaisant. Et donc, ça montre qu'il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça que l'intérêt, c'était de pouvoir marier un petit peu les deux études. Alors, au niveau de la Ligue, toujours en s'appuyant sur nos 103 comités, les patients avaient pris la parole en 98, on essayait de plus en plus de fédérer et de mettre en place un collectif de patients qui pouvaient parler et avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir remonter tout ce qui se passe sur le terrain et essayer de mettre en place un plaidoyer. Et donc, l'objectif de ce collectif, c'était de faire connaître et faire entendre la voix des personnes malades pour renforcer le pouvoir d'agir, renforcer l'impact de notre association, permettre de s'engager. Et en fait, notre objectif de ce collectif, ça rassemblait des patients ressources. C'est une expérimentation qui a été faite par la Ligue où des patients vont accompagner d'autres patients. C'était fait par les relecteurs du CPRC, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui relisent les essais thérapeutiques. Après, nous avions des représentants des usagers et des aidants, et nous avons simplement des bénévoles au niveau de la Ligue qui font partie de ce collectif. Nous avons fait 2 enquêtes pour travailler sur les délais de soins en 2024, avant les états généraux qu'on a mis en place en 2025. On a travaillé sur le reste à charge et on a fait un certain nombre de rencontres à Nîmes, Bordeaux et Nice avant d'avoir notre réunion à Paris. Et ça a débouché sur un manifeste qui a été remis au ministre de la Santé. Et ce document a été construit sur des revendications qui avaient été faites par les personnes malades pour montrer que malgré les plans cancer, il y avait encore des choses qui doivent se mettre en place. Et dans les 10 recommandations, nous avions rendre le dépistage des cancers accessible, garantir que chaque personne malade puisse bénéficier d'une consultation spécifique et accompagnée. Et nous avions à ce moment-là
montré qu'il y avait encore 30% des patients qui ne bénéficiaient pas de consultation et que la consultation d'annonce médicale avait été réduite à peau de chagrin et que la moyenne de la consultation médicale était plutôt de 25 minutes que de 45 minutes et qu'il n'y avait que 30% des personnes qui bénéficiaient aussi de soins d'accompagnement après l'annonce. Et donc, dans les différents éléments, c'était supprimer le reste à charge, faciliter la coordination des soins, assurer l'accès au traitement en luttant contre la pénurie de médicaments, soutenir la recherche, permettre à toute personne de bénéficier de soins de support, parce que je sais que c'est un sujet important, et j'aurai la chance de vous en parler dans une semaine. Favoriser le retour à l'emploi, valoriser et reconnaître l'engagement des aidants, et sur le chapitre de la fin de vie, qui actuellement me semble aussi assez mal embarqué. Voilà, bon, je me suis fait plaisir, j'avais la chance de remettre ça à M. Noder. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de ministres, je pense que je rencontrerai encore beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il y a un rythme de changement qui est plus rapide qu'au niveau de la Ligue. Je vous remercie. Merci, c'est très clair, très instructif. On est bien dans les temps, donc on a facilement 5 minutes d'échange avec la salle, s'il y a des questions. Merci Philippe. Je pense qu'en effet, l'annonce, il faut chaque année ou tous les 2 ans, dans nos établissements, refaire de la formation sur ce sujet. Parce qu'on a l'impression que tout ceci est acquis. Et l'expérience que j'ai à Sainte-Catherine, c'est que je dirais que pour beaucoup, les infirmières, les aides-soignantes, les IPA, etc., font bien l'annonce, mais que mes collègues, peut-être à cause du déficit, de la pénurie, tout ce qu'on voudra, ce que tu as dit, les multiples prétextes, peuvent parfois un peu dériver. Et je crois que c'est la responsabilité dans nos établissements, c'est de faire en sorte que ce dispositif autour de l'annonce fasse partie du circuit de formation, peut-être tous les 2 ans, peut-être plus court, mais c'est indispensable parce que les choses s'oublient. Alors, pour revenir aussi sur la radiothérapie, parce qu'on est en train de travailler sur un observatoire de la radiothérapie, excusez-moi, je suis un ancien radiothérapeute, et on a remarqué aussi que le déficit de manipulateurs de radiothérapie fait que, et on se rend compte, pendant les périodes, on va dire, non de vacances, on peut avoir une personne qui peut avoir du temps pour faire l'annonce, mais lorsqu'on est en période de vacances et qu'on est un peu en pénurie en personnel soignant, ben on déporte les personnels qui sont, eux, dans l'annonce pour les remettre dans le soin. Et donc c'est ça aussi la difficulté. Donc il faut qu'on arrive vraiment au niveau des structures de pouvoir organiser et avoir un pool suffisant. Mais là, c'est la difficulté parce que et moi, c'est cette diapositive, les soignants sont conscients que ils sont en mal-être parce qu'ils ont l'impression que de temps en temps, ils n'ont pas la possibilité. Alors chacun essaie de faire ce qu'il peut, mais si ce n'est pas bien coordonné, on voit qu'il y a un déficit. Des questions dans la salle? Bien, Philippe, on va te J'étais clair, libérer. ça va.